Comme c'est bon de vous retrouver pour cette nouvelle saison du MAC qui fait du bien, vous en vouliez plus. Nous passons de 26 à 52 minutes et c'est grâce à vous. Alors un grand merci. Nous commençons par un sujet fort, au centre de toutes les préoccupations actuelles, ce monde d'après, ce nouveau monde. Et si on le regardait d'un œil plein d'espoir, et oui, vous êtes dans le MAC qui fait du bien, un plateau d'exception avec des visionnaires. Elle a accepté de quitter son écrin de tout vent en Sibérie, à la limite de la Mongolie, pour nous délivrer un message fort. Lyudmila Oyoun, femme chamane et descendante d'une longue lignée de chamanes, sera notre première invitée, ainsi qu'Aurore Rogers, la médium aux révélations surprenantes, et enfin, le grand philosophe contemporain Frédéric Lenoir, avec un livre au cœur du sujet, écrit avec Nicolas Hulot, D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Bonjour à tous, Lyudmila Oyoun, bienvenue. Merci d'avoir fait ce long chemin pour nous apporter votre éclairage et votre sagesse ancestrale, puisque vous êtes chamane. D'ailleurs, vous pratiquez des cérémonies traditionnelles dédiées aux arbres chamanes. Et puis à côté, vous êtes beaucoup invité aussi à des conférences scientifiques. Mais si vous êtes là aujourd'hui avec nous sur le plateau, eh bien c'est pour nous transmettre un message capital. Merci beaucoup. Et puis bien sûr François, notre fidèle ami pragmatique, journaliste scientifique de son état, sans qui, vous savez, cette émission n'aurait pas cette petite saveur de tube à essai. Hein. C'est un peu ça, c'est bien décrit. François, hein. J'ai envie de vous dire Eki, qui veut dire bonjour en mongol. Je vous l'ai laissé, hein. Ouais, je viens de l'apprendre. Toi. Et alors cette année, plein de surprises. Vous nous avez préparé des, vous allez nous tester sur des jeux scientifiques. Je vais vous tester, on va faire des recettes magiques, etc. Il y aura plein de choses dans cette émission, en effet. Mais avant cela, je vous propose tout de suite, eh bien, de commencer avec le premier invité de taille. C'est l'invité qui fait du bien. Alors Lyudmila Oyoun, nous avons hâte de vous entendre, mais avant cela, François, alors c'est vrai hein, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes reviennent sur les prophéties ancestrales et l'associent directement à ce moment crucial que nous vivons tous et qui est mondial, cette crise sanitaire à 2020, qui pourrait ouvrir finalement un nouveau monde spirituel. Alors, je sais que vous attendez cette question-là. Dites. Bah oui. Alors, que dit la science sur les prophéties? Oh là là, je me languissais d'entendre enfin cette question. Que dit la science à propos de, aujourd'hui, des prophéties? Vous m'avez donné du fil à retordre, la question n'est pas facile. On va faire hein. ce que vous aimez bien que je fasse, c'est décortiquer le mot prophétie, qui vient du grec prophétia, action d'interpréter une volonté divine. Alors autrement dit, ce que dit Dieu, on le ressort pour faire une prédiction. Bon, il s'avère que la définition a un petit peu changé. Aujourd'hui, on peut s'affranchir des dieux simplement pour prévoir. Prophétiser, c'est prévoir. Mais est-ce qu'on peut prophétiser? Nostradamus l'a fait en 1555 avec son fameux livre Les prophéties. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, Nostradamus, c'était qui? C'était un scientifique, on peut dire, un poète, un philosophe, et il a écrit, alors ce qu'il a écrit en 1555, c'était des prophéties, mais plutôt métaphoriques. C'était des vers écrits en vieux français, avec des tournures très particulières, et donc il y a autant d'interprétations que de traductions de Nostradamus. Et d'après les historiens très pointus, ceux qui ont étudié Nostradamus, ce qu'a prédit Nostradamus, ce sont plutôt des interprétations de nous, hommes modernes, depuis des écrits qui sont plutôt métaphoriques. Parce que si on écoute certains prophètes qui ont analysé Nostradamus, Nostradamus aurait prévu les 2 guerres mondiales, Hiroshima en 1945, la mort de Lady Di le 11 septembre. Tout ça, en fait, est faux. On peut dire que, oui, je suis désolé, il a poétisé notre monde, Nostradamus, mais il ne l'a pas prophétisé. Vous pensez tout, vraiment tout? Donc ça veut dire que la science ne valide pas du tout les prophéties? Mais non, non, pas du tout. Il y a des prophéties scientifiques. Un ingénieur, en 1900, un ingénieur américain, a publié dans un quotidien eh bien, ce qu'il imaginait être du monde de demain. Et en 1900, écoutez bien, il parle de la climatisation, il parle des appareils photonumériques, du TGV, de la télévision. Alors, pas en ces termes, il dit la photo pourra s'envoyer d'un pays à l'autre en quelques secondes. On est en 1900. Est-ce qu'on peut appeler ça des prophéties ou plutôt une très bonne interprétation de notre monde? Je vous laisse y réfléchir. Je pense qu'on ne sera pas d'accord.
tous Mais les deux. si, vous allez voir, à la fin de l'émission, on tombera d'accord. Merci François. Ludmila Oyun. Alors ce que nous savons peu, c'est que le mot chaman est propre à désigner ces hommes et ces femmes médecines de tradition sibérienne et mongole dont vous faites partie. Et c'est bien après qu'il a été étendu aux détenteurs de savoirs similaires d'Amazonie, d'Afrique. Alors s'il y a bien une personne à qui je peux poser cette question, c'est à vous, Ludmila Oyun. Quelle est la véritable définition du chaman? Я вообще в своей жизни впервые в телевидении. Спасибо за приглашение. La première chose que je voudrais dire, c'est que je vous remercie beaucoup pour cette invitation. C'est la première fois que je suis à la télévision. Merci. Я представительница малочисленных коренных народов Je suis Сибири. représentante d'un petit peuple, Я из le peuple республики Tuva en Тыва. Sibérie. C'est une république qui se trouve en Республика Тыва Centre-Asie. находится в центре Je Азии. voudrais vous dire avec fierté et certitude Я потомственная шаманка. que je suis une chamane de lignée des chamans. Кто такие шаманы? Qui sont les chamans? Шаманы — это те люди, которые связаны, контактируют с природой. Les chamans, ce sont les gens qui sont en contact avec la nature. Которые помогают другим людям. Ce sont les gens qui aident les autres gens. Какие-то свои советы дают. Ils aident à enlever les problèmes, à guérir. Ага. Шаманы — это люди, которые, у них совсем другие сверхъестественные способности. Ce sont les gens qui voient l'invisible, ils ont des capacités extraordinaires. В моей республике очень много шаманов. Nous, dans notre République de Tuva, on a beaucoup de chamans. Я с гордостью и с уверенностью я могу сказать, что мы, Je suis fière de dire que nous, le peuple Tuva, nous avons gardé nos habitudes, nos rituels, nos traditions. Шаманы сейчас, в настоящее время у нас в республике Тыва есть. On a beaucoup de chamans actuellement dans notre République. И они и в будущем будут. Ils étaient et ils seront toujours dans le futur, dans l'avenir. Ну, шаманы — это очень сильные люди. Ce sont les gens forts. Которые почитают природу. Ce sont les gens qui comprennent la nature, qui la respectent. Которые понимают, общаются с животными. Qui parlent aux animaux. И вот таких вот шаманов у нас, которые помогают людям, у нас в моей республике очень много. Donc, on a beaucoup de ces gens-là qui aident aux gens, aux animaux, à la nature. Il y en a beaucoup chez nous. Merci Ludmila Oyun. Alors, on sait que la mission du chaman, c'est de prophétiser, de connaître l'avenir de ce monde. D'ailleurs, vous dites, et vous venez de le dire, que vous communiquez en permanence avec les esprits. C'est comme ça que vous les appelez dans d'autres plans d'information qu'on pourrait appeler d'autres dimensions. Est-ce que vous voulez bien nous partager vos visions aujourd'hui, s'il vous plaît? Хорошо. У каждого шамана есть духи-помощники. Chaque chaman possède ses esprits aides. А если тувинского шамана спросит, какой si у on тебя demande дух, à un chaman Tuva, quel esprit tu as? он, это шаманский дух для этого шамана, он сакральный, он Cet esprit, il est святой, sacré. он таинственный, Il est unique, il est mystique. он старается как бы не разглашать, потому что он в своей шаманской деятельности, Il va pas он vous помогает, relever tout de suite с помощью qui духа il est. помогает людям. Il va aider avec le tambour aux gens, mais il ne va pas forcément vous dire qui c'est, comment il est. Здесь, на Западе, очень многие люди, ну, как бы думают, считают себя шаманами, но я понимаю, что у западных людей все равно в корнях были люди, предки, они жили наедине с природой, были в роду какие-то Ici en Occident, je sais qu'il y a beaucoup de chamans qui sont très forts. Ils ont eu ces ancêtres qui ont aidé aux gens, qui étaient guérisseurs. Il y a beaucoup de ces gens-là. Donc chaque peuple a ces gens qui ont aidé et qui ont participé à aider à la santé des gens. Merci Daikina, parce que
donc la voix off, c'est Daikina, la fille de Ludmila Oyoun. Je galère. Merci beaucoup. Alors, justement, est-ce qu'il y aura un message phare, en une phrase, qui pourrait nous aider, nous les Occidentaux, à mieux vivre cette période cruciale? Alors, on est en fait avec Ludmila Oyoun, шаман. Вы спрашиваете о духах-помощниках, да? Как духи-помощники переходят к шаману? Шаман одевает свою шапку, шаманский халат, шаманский бубен. Chaman, excusez-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Alors, la question, c'était, est-ce que aujourd'hui, Ludmila Oyoun, vous avez un message phare à nous offrir, à nous, les Occidents, puisque vous êtes en connexion directe avec les esprits? Ну хорошо, это какое сообщение я могла бы дать западным людям? Quel message j'aurais pu donner aux gens occidentaux? Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre mentalité et notre position sociale, nous habitons sur la même terre, sur la même planète. Cette terre est unique, il faut la protéger, il faut l'aimer. Это у нас по-тувински переводится шаман, это хамнар. En Tuva, on dit chaman, c'est hamnar. Ce mot, il signifie aimer, protéger, prendre soin de quelque chose qui nous entoure. Merci infiniment, Ludmila Oyoun. Alors, vous avez amené votre tambour chamanique qui, a priori, ouvre les portes, ça va nous porter bonheur, François, pour la première émission, vers une dimension, une autre dimension, hein, vous communiquez avec les esprits. Alors, donc, a priori, ça serait presque un soin guérisseur. Donc, on va pouvoir vivre et transmettre à la télé un soin guérisseur par le tambour chamanique. Vous voulez bien en faire pour nous? Je suis tout oui. Ah là là, on va se régaler. Hein. Vous savez que c'est très très rare d'avoir ça en télé. Hein. Je suis juste à côté du tambour, moi. Hein. Non, mais là, on va ressentir le pouvoir du son. On l'avait fait. Oh, неудобно, хорошо. Merci infiniment. En live. Quel honneur. Merci infiniment, Ludmila Oyoun, d'être venue aujourd'hui. Merci. Merci aussi à Daikina, votre fille, qui a fait la traduction. Et puis, bon retour. Je vous avais promis des surprises dans l'émission. Il est temps hein, de découvrir la première. Excusez-moi. Hein, et moi, j'ai la place pour un petit coup de cœur. Ah, mais c'est vrai que vous aviez un coup de cœur. Oui, excusez-moi, vous avez vu? Avec le tambour, je suis partie loin. Vous êtes partie très très loin et je vous récupère uniquement parce qu'on a Ludmila en plateau. Et Ludmila est marraine d'un trimestriel, un très très beau magazine dont on parle peu. Et moi, je voudrais en parler. Il s'appelle Native, N-A-T-I-V-E-S. C'est un magazine dédié aux peuples racines, aux peuples autochtones. Alors en plus de découvrir de très très beaux paysages, on part à la rencontre de personnalités, mais comme vous, Ludmila, hors du commun. Ça s'appelle Native et je voulais simplement en parler aujourd'hui. Et donc vous êtes la marraine, Ludmila Oyoun, de cette nouvelle revue. Merci François. Donc ça y est, la première surprise, eh bien c'est qu'on va retrouver chaque semaine Valérie Romanoff, notre hypnothérapeute qui fait du bien, qui va nous donner des astuces, voilà, chaque semaine à travers cette thérapie. Et c'est tout de suite.
Pour vous sentir bien dès le matin, vous pouvez mettre en place une routine efficace qui renforcera votre confiance en vous. Comme vous le savez, le corps et l'esprit sont intimement liés. Quand on est déprimé, on a naturellement tendance à courber le dos et à baisser les yeux. Quand au contraire, on se sent plein d'enthousiasme, on se tient droit et la tête haute. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il est possible d'agir sur notre humeur simplement en changeant de posture. Pour utiliser ce super pouvoir de notre corps sur notre esprit, voici la routine matinale que je vous propose. Pieds bien ancrés dans le sol, levez vos 2 bras en l'air en pointant vos index vers le ciel, comme si vous étiez prêt à danser avec John Travolta. Restez comme cela quelques instants. Ensuite, toujours en sentant bien vos appuis au sol, placez vos mains sur vos hanches dans la posture de Wonder Woman et toisez l'horizon à la recherche de votre prochain exploit. Et puis, pour terminer, placez vos mains croisées derrière votre tête, puis regardez vers le haut, comme si la solution de vos problèmes était inscrite au plafond. Vous allez voir que vos journées vont s'en trouver métamorphosées. Vous pouvez tester cette routine matinale dès aujourd'hui parce que ça fait du bien. Alors là, tout de suite, c'est le coup de cœur qui fait du bien. Eh bien oui, François, n'ayez pas peur. Eh bien oui, c'est une nouvelle formule. Il n'a pas l'habitude, François. Je découvre les rubriques avec les téléspectateurs, oui, absolument. Nous a rejoint sur le plateau Aura Rogers. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes auteur. Oui. Mais pas que. Vous êtes également médium et vos vidéos sont devenues virales pendant le confinement pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez déjà annoncé tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors Espoir, la voix de la réalisation, ça va s'afficher à l'antenne. C'est le titre de votre livre qui pourrait être finalement un livre comme tous les livres qui sortent en ce moment sur ce nouveau monde, ce monde d'après, à cela près. C'est que vous avez écrit ces 300 pages, et écoutez bien François. Mais j'écoute. Voilà. Ou on pourrait dire canaliser, pour reprendre votre jargon, en 5 jours. Alors, depuis, ce livre est devenu une référence puisque vous avez explosé le taux de précommande. Moi, je suis curieuse, et je pense que François aussi, de savoir quel est, techniquement parlant, le travail d'une écrivaine médium. Eh bien, c'était avant tout une grande surprise pour moi. En fait, pour moi, la médiumnité telle que je la ressens, c'est pas que j'entends une voix, c'est comme quand on essaye de se souvenir d'une chanson dans la tête. Vous voyez, on entend la voix, mais il n'y a pas une voix réelle. Oui. Et donc moi, c'est ça que je capte. Et donc du coup, il y a peut-être des esprits, pour reprendre le terme de la chamane qui est passée avant moi, qui me soufflent littéralement. Et donc tout le livre a été soufflé de A à Z. Et moi, j'étais une dactylo qui a reçu tous les messages et qui les découvrait en les entendant. Et il y a même sur certains chapitres des informations que je ne connaissais absolument pas. Et donc c'était passionnant de à la fois recevoir et d'être émerveillée en disant ah ouais, il y a ça, oh là là, c'est bien écrit. Et donc c'est une expérience que je n'ai jamais... Unique. Oui, complètement. Vous pourriez pas écrire mes fiches, Aurore? Avec grand bonheur, je vais canaliser tout ça. Laisse-moi ta place. En même temps, j'étais en train de me dire, mais j'espère que vous partagez vos droits d'auteur avec vos amis qui sont en haut, parce qu'après tout... C'est sûr. Alors finalement, la question, c'est pas de croire ou de ne pas croire en la médiumnité, c'est qu'est-ce que peut nous apporter ce livre pour mieux vivre cette transition vers ce nouveau monde? Et c'est là où c'est intéressant, et je vais devenir quand même très sérieuse, parce que j'ai lu votre livre, et c'est plein de bon sens. C'est un puits de sagesse. J'étais époustouflée. Vous êtes très jeune, Aurore. Et c'est vrai que quand on lit ces 300 pages, on se dit, c'est un philosophe. C'est une très, très grande sagesse. Vous donnez aussi des astuces pour attirer l'abondance, pour mieux vivre ce moment présent. Est-ce que vous voulez bien un peu spoiler le livre et nous donner quelques infos que vous avez reçues? Oui, c'est un livre qui est avant tout énergétique aussi au-delà des mots, c'est-à-dire qu'il nous transforme, il nous transcende au moment de la lecture et il donne énormément de clés pour qu'on puisse retrouver chacun en fait notre pouvoir intérieur pour pouvoir vraiment construire la vie sur mesure qu'on veut et garder cette force et cette sérénité sans être impacté par ce qui peut se passer autour. Là, on est dans une période de vie qui est assez difficile à gérer, il y a plein de mouvements, il y a plein de choses qui bougent dans le monde et ce livre nous donne véritablement des clés pour garder une énergie haute intérieure qui est très importante pour que ce changement planétaire puisse être vécu le mieux qu'il soit. Ça, c'est vraiment ce que les guides nous invitent à comprendre, c'est-à-dire qu'on est énergie et ça impacte tout. Donc au-delà d'un bonheur personnel, c'est aussi un point de vue qui est vraiment dans le collectif pour accompagner cette transition que l'on vit. Et qu'est-ce que ça veut dire vibrer haut alors? Ah, vibrer haut, ça veut dire très concrètement être dans la joie, être heureux, bien vivre ses émotions, ne pas se freiner, savoir les vivre et ne pas, se laisser... Parfois on reste bloqué, on a une colère et puis on va rester bloqué sur cette colère. Alors que si on la vit pleinement, elle va être transformée et puis on va vivre autre chose et c'est suivre le flot de la vie. Et c'est vraiment, je pense, devenir
devenir la meilleure version de soi-même et s'offrir la vie sur mesure qu'on rêve d'avoir parce que tout est possible. Et le livre démontre que les miracles arrivent. Oui, et d'ailleurs, il y a un petit chapitre sur l'abondance qui est formidable. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés précieuses pour attirer l'abondance? Parce que vous parlez de l'expérience. Si on fait l'expérience du manque ou si on fait l'expérience, c'est que du bon sens, mais finalement de le réécouter, ça fait du bien. Ben oui, on a besoin de le réentendre parce qu'on a un tel conditionnement où on est habitué à l'effort, on a une façon de penser qui est très mentale, alors que ce livre, il nous ramène vraiment dans le cœur, dans le corps, dans l'émotion. Donc si on veut attirer l'abondance, il faut incarner pleinement notre énergie de comme si c'était déjà là, comme si on avait déjà atteint notre objectif, qu'on était pleinement heureux, comment on le ressent. Et du coup, si on tient cette énergie intérieure et cette joie, et ben naturellement, on va attirer des événements qui sont en concordance avec ce qu'on vibre. Parce que moi, j'estime que tout est énergie et qu'on attire ce qui résonne avec ce qu'on est. Donc si on est dans une énergie un peu basse et triste, ben, on va voir tout avec un œil triste. Alors que si on est dans une joie, eh ben, on va voir les opportunités. Mais ça paraît simple, mais le livre va plus loin parce que c'est pour moi un vrai travail au quotidien, une vraie posture intérieure et c'est une vraie dynamique et c'est surtout une décision à prendre. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Moi, je trouve que pour ma part, ça a été un travail sur plusieurs années pour comprendre ce concept précisément et l'incarner pleinement. Et après, une fois qu'on a compris ça, là, la vie devient royale et elle s'offre à nous d'une manière vraiment merveilleuse, je trouve. Et est-ce que c'est ce que vous vivez, Aurore? Oh là là, ça va même au-delà, là, maintenant que j'applique ces principes. J'estime qu'à partir du moment où on est dans le cœur, qu'on est connecté à, j'ai envie de dire, à notre âme. Alors c'est quoi être connecté à notre âme? Pour moi, c'est être totalement sincère avec soi. Enlever tous les masques qu'on porte depuis l'enfance, les postures qu'on peut avoir, parce que des fois, ça nous aide pas, hein, la situation actuelle avec les masques. Mais bon, la métaphore est jolie. Je pense que la métaphore, si on veut le voir de manière symbolique, peut être intéressante. Oui. Mais si on est vraiment dans notre vérité vraiment profonde, et ça demande un vrai travail intérieur, je trouve, si on le vit comme ça, la vie nous le renvoie toujours. Vous nous donnez un petit exemple pour ceux qui nous écoutent et qui entendent, mais finalement ont besoin plutôt d'un côté pratique. Je veux attirer l'abondance. Allez, un exemple concret. Eh bien, par exemple, prenez un objectif, quelque chose que vous rêvez de vivre ou d'avoir, mais au lieu de vous focaliser sur le résultat, c'est de se focaliser sur la sensation. Admettons, je rêve de vivre au bord de la mer. Ok, pourquoi en fait? Comment tu te sentirais si tu vivais au bord de la mer? Comment tu te tiendrais même? À quoi tu penserais? En quoi ça influence tout ton état intérieur? Et du coup, il n'y a plus besoin presque d'aller vivre au bord de la mer puisque l'état intérieur y est déjà. Et donc ça transforme déjà le quotidien. Et ensuite, du coup, après, le projet peut se mettre en œuvre. Mais de ce que je remarque aussi dans la vie, c'est que parfois, les choses se mettent en place d'une façon autre que ce qu'on croyait. Et le plus important, c'est pas de visualiser le résultat précisément, c'est de ressentir précisément la sensation que ce résultat va nous amener à vivre. Vous voyez la nuance? Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Non, ça vous intrigue, hein? Ah, non, vous êtes une bulle de bonheur, donc entre effectivement le décor, le coup de tambour tout à l'heure et vous, là je suis complètement redynamisé, c'est vrai. Vous avez raison, cela dit, visualiser la mer à Paris en ayant une serviette dans son salon, on en est encore très très loin. C'est pour ça que la sensation aide. On peut avoir la sensation de détente déjà chez soi et se rendre compte que c'est pas l'extérieur qui nourrit notre ressenti, c'est l'inverse. C'est parce qu'on va bien que ça va aller à l'extérieur. C'est une vision totalement différente. Moi-même, j'ai mis des années à le comprendre, mais vraiment, on croit que c'est un résultat de matière, mais non, c'est un résultat d'émotion. Vous avez l'air heureuse en tout cas. Hein. Mais oui, mais parce que ce qu'on vit et ce qu'on traverse, c'est ça qui est important, c'est la façon dont on le vit, c'est pas la forme de ce qu'on vit. Je reviens toujours là-dessus, mais... Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, qui disent oui, mais c'est très joli, hein, tous ces mots, mais c'est pas facile, moi, j'y arrive pas, j'ai beau visualiser la mer, j'ai des véritables problèmes au quotidien. Oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ces problèmes-là? Est-ce qu'il faut les prendre un par un? Est-ce qu'il faut déverrouiller un par un tous ces problèmes ou faire un pack? Mais je pense aussi que, encore une fois, pour moi, ce qu'on vit autour de nous représente ce qu'il y a en nous. Donc si par exemple, on se dit, ah oui, mais moi, je ne peux pas vivre ça parce que j'ai telle obligation, c'est qu'à l'intérieur de nous, on s'oblige certaines choses. Or, on a toujours le choix, en fait, dans la vie. Mais ça demande d'avoir une ouverture de conscience très grande et d'oser voir les choses autrement. Donc c'est une vraie décision intérieure de se dire, allez, je vais essayer de penser d'une autre manière que ce à quoi je crois. Parce que faire tomber le masque, on sait qu'on a des masques, mais se dire je vais enlever ce masque pour être mon véritable moi, ça c'est compliqué parce qu'on ne le connaît pas toujours. Hein, mais en plus, il y a plein d'approches pour faire ça. Maintenant, on a énormément de thérapies en tout genre. Il peut y avoir même au travers de la passion. Et qu'on présente d'ailleurs ici, tout à dans fait. cette émission. Oui. Et tout ça sont des clés à mes yeux. Il n'y a pas un chemin précis. Il y a tellement d'outils. Ça peut être la lecture, ça peut être faire des stages, ça peut être thérapeutique, ça peut être artistique, ça peut être le voyage. Il peut y avoir plein de choses qui font que ça change. Mais c'est pour moi une vraie décision de se dire, allez, qu'est-ce qui ne convient pas dans ma façon de m'aimer
au quotidien et qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer davantage. Et c'est en s'aimant davantage qu'ensuite on s'offrira une vie qui soit plus à son image. Et ensuite, avec cette vision-là, les problèmes deviennent autres. Parce que c'est plus le problème finalement du métier qu'on fait ou quoi qui nous empêche de vivre, c'est comment je vis ce quotidien. Et là, on est mettre à bord. Parce que des fois, effectivement, l'extérieur, on ne peut pas le gérer. Par contre, on peut toujours gérer ce qu'on vit en soi. Mais c'est un travail, ça, c'est sûr. La voie de la réalisation, c'est le titre de votre livre que vous avez écrit en 5 jours, complètement guidé par ce qu'on pourrait appeler des êtres... d'autres dimensions, des êtres, des guides. Écoutez, moi, je vous ai esprits. invité parce que peu importe qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est vrai que c'est un puits de sagesse, voilà. Et ça fait du bien. Merci Aurore Roger d'être passée nous voir. Beaucoup de bien. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec un des plus grands philosophes contemporains, c'est Frédéric Lenoir. D'un monde à l'autre, le temps des consciences, on va se régaler. Il vient d'écrire un livre avec Nicolas Hulot, mais avant cela, une toute petite page, courte page de pub. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième partie du MAC qui fait du bien. Nous a rejoint sur le plateau un des plus grands philosophes contemporains. Un invité qui a l'habitude de venir chez nous, c'est Frédéric Lenoir. Bonjour, Bienvenue. je suis très heureux d'être là pour cette nouvelle version de votre émission, parce que j'ai toujours eu du plaisir à être là, puis j'apprends que ça va être encore plus long, donc j'en suis ravi. Merci de m'avoir invité. Merci, et venant de votre part, écoutez, on le prend comme un véritable cadeau. Alors, d'un monde à l'autre, le temps des consciences, c'est le titre de votre livre. On va en parler dans quelques instants, mais avant, on avait envie de vous passer au crible du Scientitest, et c'est François qui s'y colle. Alors, c'est une nouvelle rubrique, François. Alors, comment ça se passe? Ce sont des tests récréatifs, basés sur des données scientifiques, c'est ça? Ben, j'ai plus rien à ajouter. En fait, je me base sur des tests scientifiques, des illusions d'optique, que j'adapte pour en faire des tests récréatifs. Alors, ne vous inquiétez pas, je vois vos yeux inquiets. Non, pas inquiet, aujourd'hui. Je m'interroge. Curieux, Vous on va allez me dire. manger. Non, je ne vais pas vous manger. Alors, aujourd'hui, c'est un test un petit peu sympa qui va vous montrer comment notre cerveau nous manipule. Et ça va être bien parce qu'on va se laisser piéger. On va se laisser manipuler. Et je vais vous expliquer pourquoi ce cerveau vous manipule. C'est pas en réalité pour vous manipuler, c'est pour économiser de l'énergie. Il se base sur des automatismes et vous allez voir comment ça se caractérise. Donc on joue avec nous, mais en fait finalement les gens peuvent jouer aussi avec nous. Exactement, c'est ça le sympa, principe. ça c'est... Tous les tests, chaque semaine, D'accord. vous allez pouvoir les réaliser à la maison chez vous. Je vais vous donner toutes les clés, tous les petits codes, vous allez pouvoir compter. Et comme ça, chaque semaine, vous aurez une clé pour mieux vous comprendre. Alors on commence avec ce test du cerveau qui vous piège. On va regarder une première image. Je vais vous poser chaque fois une question et vous allez y répondre. D'accord. Première image, dans quel sens tournent ces cercles? Alors Alors là, l'image je est là. regarde ça. Hein. Alors moi je dirais... Mais il tourne là? Finalement, Il bouge pas là? si moi il bouge... Ah, je ne vois pas bouger. Ah mais peut-être que vous êtes encore plus sage que je ne le pensais, c'est ça? Mais exactement, Non, mais Frédéric dingue. Lenoir, vous êtes extrêmement sage. Votre cerveau n'a aucune prise sur vous, puisque J'ai rien je vais voir 99% des personnes voient ces cercles Ah moi je les ai tourner. vus tourner. Non, un pas petit du peu. tout. À droite et à gauche moi. En tout cas c'est Exactement. En équilibré. fait, il ne tourne pas. Il ne tourne pas puisque Oui. cette image est fixe. Pour s'en rendre compte, il suffit de fixer un point au centre du cercle et vous verrez que les cercles s'arrêtent. Là, c'est une photo. Alors, qu'est-ce qui se passe en Oui, alors, réalité? qu'est-ce que ça prouve alors? Non, ce sont nos cellules photoréceptrices en fait qui fatiguent, qui s'embrouillent et ça crée l'illusion de tourner. Mais vous maîtrisez très très bien à la fois vos cellules photoréceptrices et votre cerveau parce que habituellement, il faut s'exercer longtemps pour arriver à voir cette image fixe. Deuxième image, alors celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est l'échiquier d'Adelson. Vous allez me dire quelle case, la A ou la B, est la plus sombre? Alors il y a un Bah, c'est piège, là. ah bah oui, parce que nous on va dire Enfin, là. moi, je vois là, oui. ça- Mais sinon il y a un piège, c'est ça François? Alors, je vous montre la réponse. Je me suis amusé à tourner une petite vidéo. J'ai découpé la case A, si on peut regarder. Et hop, je prends la case A et je la mets sur la case B. Il n'y a pas de trucage. Et c'est exactement la même couleur. Donc Alors, c'est qu'est-ce que ça l'ombre prouve? de... Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement l'ombre du cône qui fait que votre cerveau adapte l'image. Il y a une ombre et lui il se dit il y a une ombre, ça veut dire que les couleurs sont différentes. En réalité, cette illusion est très très bien connue. On ne peut pas lutter contre. Hein. Même Ouais, vous, Frédéric c'est- Lenoir, vous pourrez regarder l'image 40 fois. Vous verrez Et toujours donc une ça prouve différence quoi? entre Que le ces deux. cerveau nous joue des tours. Il faut Ben, faire attention alors. Que notre cerveau fonctionne par automatisme. Et vous allez voir la conclusion de ce petit test à la fin D'accord, c'est ça. de la Il y a un rubrique. suspense, ok. Absolument. Alors on continue à jouer alors. Et une troisième image. De quelle couleur sont ces fraises? Alors moi je sais, je connais la réponse, je connais ce jeu.
Moi, je les vois de la couleur des fraises, hein. Surtout celles qui sont ouvertes au milieu, je les vois rouges. Bon, même s'ils ont elles ont une tonalité un peu plus marron devant. Je suis content de vous piéger, Frédéric, parce qu'il n'y a pas un pixel rouge à l'intérieur de ces fraises qui sont en réalité c'est parce qu'on les sait grises. Rouges et du coup, On sait ces fraises rouges. Il y a du bleu qui vous perturbe. Le cerveau enlève le bleu et en même temps vous donne l'illusion de voir ces fraises rouges. C'est en fait très clairement une illusion d'adaptabilité. Votre cerveau est feignant. Il se dit les fraises c'est rouge, il y a du bleu à enlever. Il peut pas faire tout en même temps. C'est-à-dire que si on se concentrait, elle ne serait pas rouge. Et si vous vous concentriez, vous les verriez grises, ce qu'elles sont en réalité. Que les premières sont grises ou marron-grises, mais derrière, je les vois rouges. Mais je vois une différence de couleur entre les premières et les dernières. Eh bien, c'est du gris. Ce sont des niveaux de gris. Ça veut dire quoi tout ça? Oui, ça veut c'est dire ça, parce qu'en fait, on attend. Le monde n'est pas tel que vous le voyez. Votre cerveau s'adapte continuellement en globalisant. Et quand on regarde ensuite les détails, on s'aperçoit que les choses changent. Ça veut dire quoi, tout ce test? Qu'il vaut mieux parfois s'attarder sur les détails pour mieux comprendre les éléments qui nous entourent, plutôt que de se contenter d'une vision globale. Merci François, comme quoi il faut voir la vie en couleur à l'intérieur de soi pour les voir sur le plateau. La vie en rose. La vie en rose ou en orange. Merci, on passe tout de suite au troisième invité qui fait du bien et c'est vous, Frédéric Lenoir. Merci François. Alors, d'un monde à l'autre, c'est le titre de votre livre que vous avez coécrit avec Nicolas Hulot, qui tombe juste à propos, au vu de ce que nous vivons en ce moment. Pourtant, on a commencé à l'écrire il y a plus d'un an. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble. Et je vous ai même envoyé un SMS que j'ai lu votre livre, qui m'a galvanisé par sa sagesse, sa lumière, et aussi toutes ces nouvelles perspectives que vous nous proposez pour mieux vivre cette période cruciale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a donné envie de confronter vos idées, Nicolas Hulot et vous? En fait, je connais Nicolas depuis une dizaine d'années, donc on est amis, on peut dire. Et en fait, je l'avais beaucoup vu quand il était ministre, parce qu'il voulait me confier une mission sur la condition animale. Vous savez que c'est un des sujets qui me touche le plus. Et malheureusement, sa démission a fait que ça n'a pas pu aller plus loin. Et j'ai été le voir peut-être 6 mois après sa démission, chez lui en Bretagne. Et puis on a beaucoup parlé de tout. Et il m'a dit, j'ai un tas d'éditeurs qui me proposent de faire un livre pour raconter ma démission, régler les comptes. Et il dit, j'ai pas envie de faire ça. Ça n'a pas d'intérêt, je veux prendre du recul et tout. Et je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on fasse un livre ensemble, puisqu'on a la même vision, on a le même projet de civilisation, on a les mêmes valeurs, mais on a 2 parcours complètement différents. Lui, il a voyagé, il a rencontré plein de monde, plein d'hommes politiques aussi, Nelson Mandela, etc. et tout. Et puis moi, j'ai plus une formation, une culture universitaire, philosophique, sociologique. Et je lui ai dit, je pense que ça se marierait bien pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, ces valeurs de beauté, de liberté, de fraternité, etc. Il m'a tout de suite dit oui. Il m'a dit c'est une super idée. Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'écriture de ce livre. Et ça marche très bien. Vraiment, c'est incroyable d'avoir les 2 perspectives finalement de Nicolas. Oui, on se complète bien. C'est extraordinaire. Oui. On apprend plein de choses, vous revenez sur des références, vous recitez des auteurs. Vous êtes un passionné, je pense que Nicolas Hulot aussi, de Victor Hugo. Ça se sent lorsqu'on lit le livre. On voit très nettement les points communs. On aime tous les 2 la poésie, on aime tous les 2 Victor Hugo, on aime tous les 2 la nature. Donc on voit tous ces points communs. Et puis il y a des vraies différences de parcours, encore une fois, d'expérience, qui fait que lui, comme il raconte toutes les expériences qu'il a vécues avec les animaux, il a dansé avec les dauphins, il a été réveillé la nuit par une trompe d'éléphant. Enfin, il me raconte toutes ces expériences. C'est très fort, parce que Nicolas, c'est de l'expérience. C'est vraiment toujours très concret. Et ça m'apporte beaucoup, parce que ça confirme ce que moi, je pensais théoriquement d'un tas de choses, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la médiation animale, la manière dont on peut communiquer avec les animaux. Du coup, chacun s'éclaire sur un propos qui va dans le même sens. C'est-à-dire dans quel monde on veut vivre, dans quelle civilisation on veut vivre. Est-ce qu'on veut continuer dans ce monde-là avec tous les dégâts qu'on voit, ou est-ce qu'on veut changer de monde? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Parce que justement, et là on pourrait, alors c'est vraiment une émission avec des visionnaires, parce que comme vous le disiez, vous aviez déjà cette perspective d'écrire ce livre avec Nicolas Hulot, alors que le Covid-19 on l'avait commencé. Il devait même sortir au mois d'avril. Il a été arrêté dès qu'on a eu le confinement. On s'est dit on ne publie pas. C'est fou, parce que là, les librairies sont fermées, etc. Et du coup, on a repris le livre pendant les mois qu'on suivit. Mais on n'a pas changé grand-chose. On a intégré le Covid pour montrer que c'était juste un exemple parfait de tout ce qu'on disait. Alors, Frédéric Lenoir, on va pas se le cacher, le monde va mal, les gens sont assaillis par la peur. Et vous, le philosophe, l'homme sage, vous dites que finalement cette pandémie pourrait être une opportunité et même une période de résilience. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, vous savez, il y a un idéogramme chinois qui dit le mot crise à travers deux idéogrammes. Danger, opportunité.
Et je trouve que c'est très juste. Dans toute crise, que ce soit une crise individuelle, vous perdez un boulot, vous êtes malade, etc., ou une crise collective, comme celle que vit l'humanité, dans toute crise, il y a un danger, il faut se protéger, on met des masques, on fait attention, etc. Mais il y a toujours une opportunité. C'est-à-dire, la crise est là pour nous dire ça ne peut pas continuer comme ça. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot crise en grec. Ça ne peut pas continuer, il faut faire des choix. Et quand le monde va mal, c'est qu'il y a des choses qui vont mal. Nos comportements ne sont pas justes. Le système, actuellement, n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on détruit complètement la planète, on détruit des quantités d'espèces vivantes à jamais. On est en train de créer un réchauffement climatique qui pourra rendre la vie humaine sur Terre peut-être impossible dans quelques décennies. Donc ça va pas. Et donc la nature nous dit stop. Il faut faire attention. Et je pense que la crise du Covid, elle est signifiante. C'est-à-dire qu'elle peut nous aider à réfléchir, à nous poser les bonnes questions sur nos modes de vie, sur nos comportements, sur le système global dans lequel on est. Parce que je pense que, d'ailleurs on le sait, la crise sanitaire est liée à une crise écologique. C'est parce qu'on détruit les écosystèmes, c'est parce qu'on déforeste à tout crin que les animaux qui perdent leur milieu naturel, leur habitat naturel et viennent en contact avec l'humain et nous transmettent des virus qu'on ne connaissait pas. La plupart des virus, 70% des virus depuis 30 ans sont zoonoses, viennent des animaux. Donc c'est pas un hasard. Donc là, il y a une leçon à en tirer. Et puis vous savez que ça peut continuer parce que le réchauffement climatique est en train de dégeler les terres de Sibérie et c'est ce qu'on appelle le permafrost et ça peut libérer des nouveaux virus avec lesquels on n'a jamais été en contact, qui avaient disparu. Et donc on peut se taper quantité de crises sanitaires à cause de la crise écologique. Donc le vrai problème, c'est la crise écologique. Il faut s'y attaquer de front. Il ne faut pas arrêter de faire l'autruche et de repousser cette échéance d'une vraie transition écologique. Et alors pour vous, quelle est la définition de la résilience en 2020? Que faire pour ceux qui nous écoutent? La résilience qu'on l'applique, pratique. Bien sûr, on va être très pratique. Mais là, je vais l'appliquer aussi bien à un individu qui vit une épreuve de vie, une maladie, un deuil, un échec professionnel, une perte d'emploi, etc. Mais c'est valable aussi pour les crises collectives. La résilience, en fait, ça veut dire rebondir. C'est la capacité de rebondir après un effondrement, qu'il soit individuel ou collectif. Et résilier, ça signifie qu'on va, dans un premier temps, chercher à s'adapter. Donc la première étape de la résilience, c'est faire preuve de souplesse pour s'adapter, pour essayer de survivre, je dirais, dans un premier temps, en s'adaptant à cette situation qui fait que nos habitudes sont effondrées. Quand on a un cancer, etc., qu'on vit le Covid, il y a plein de gens, toutes nos habitudes ont été effondrées. Donc comment faire pour s'adapter, faire preuve de souplesse, pour se réorganiser? Et puis la deuxième étape de la résilience, qui est la plus importante, une fois qu'on a su s'adapter, eh bien c'est pas simplement survivre, c'est vivre mieux. Et donc c'est la croissance. Et la résilience, c'est saisir l'opportunité d'une crise pour grandir. Et ça, c'est changer notre regard. Et se dire, puisqu'il y a cette crise, comment je vais faire pour utiliser cette crise pour grandir, pour m'améliorer, pour comprendre les choses autrement, pour changer mon regard. Et donc toute crise, on l'a vu, il y a des gens qui ont vécu des cancers, c'était dramatique pendant des années, puis ils vous disent après s'ils ont eu la chance de guérir, mais finalement je vois le monde autrement, ma vie a complètement changé, je n'ai plus le même regard sur moi-même et sur les autres, et je vais plutôt mieux dans ma vie. Et c'est valable pour des gens qui ont perdu un boulot et qui ont pu changer leur vie, qui se disent mais finalement aujourd'hui je fais quelque chose que j'aime beaucoup plus qu'avant, mais il a fallu cet échec le dépasser pour regarder les choses et me dire je vais changer quelque chose dans ma vie à cause de cette crise et finalement ils vont mieux après. D'un monde à l'autre, tout n'est pas noir dans le premier monde que vous quittez pour le faire évoluer. Qu'est-ce que vous garderiez justement pour aussi donner de l'espoir? Vous avez listé des choses qui vont pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien. Attendez, le monde globalement va beaucoup mieux qu'avant dans plein de domaines. C'est-à-dire que dans l'espace de quelques siècles et surtout des dernières décennies, la santé s'est améliorée globalement. On vit beaucoup plus longtemps. Regardez, il y a un siècle, la moyenne de durée de vie, elle était de 40 ans. Aujourd'hui, on est à 80 ans. Donc, on voit très bien que il y a une longévité de la vie, il y a une amélioration des soins médicaux, il y a un confort matériel qui nous a fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est très bien. Sauf que il ne faut pas, à un moment donné, se dire ça va toujours continuer dans un développement technologique à tout crin, parce que ce développement technologique à tout crin, il consomme beaucoup d'énergie, et que ce pillage de l'énergie et les effets par le carbone du réchauffement climatique vont être désastreux. Et donc, il faut savoir se limiter. Il faut savoir se dire qu'est-ce qu'on va développer au niveau technologique qui ne va pas impacter la planète, qui ne va pas avoir un effet négatif sur la pollution, sur le climat, etc. Et donc, c'est un travail vraiment de fond aussi. De discernement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement, individuellement, on se dise est-ce que le fait d'utiliser une nouvelle technologie, des outils matériels, une voiture, etc. Une voiture, c'est très simple, c'est très concret. Aujourd'hui, il faut absolument aller vers des véhicules hybrides ou électriques.
Mais il faudrait que les pouvoirs publics, et on le demande aussi, soutiennent davantage les gens qui n'ont pas de moyens, qui veulent faire cet achat. Il faut faire une isolation bien meilleure thermique des maisons. Et il faut utiliser, si on le peut, les panneaux solaires. Mais là, il faut des soutiens aussi de l'État. Donc c'est à la fois des actes individuels, aller vers des actes dont on sait qu'ils sont bons pour l'environnement, pour la planète et pour nous-mêmes, pour notre santé aussi, et en même temps qu'il y a un soutien de l'État pour toutes ces initiatives qui favorisent la planète. Alors, vous revenez aussi sur la notion du plaisir dans votre livre. Et pour vous citer, vous dites que l'être humain ne peut pas survivre, hein, donc le mot est fort, sans plaisir. Et donc vous donnez des exemples, plaisir de manger, de faire l'amour. Et qu'en revanche, finalement, cette quête vers le plaisir, lorsqu'elle est trop excessive, peut nous amener directement à la déchéance. Alors, où serait le juste plaisir en 2020 ? Alors on va parler un peu de science, ça va vous faire plaisir. Du plaisir. Voilà, exactement. C'est que on sait que notre cerveau humain nous pousse à toujours aller vers une satisfaction immédiate parce que ça nous envoie de la dopamine et qu'on est tous shootés à la dopamine, qui est une substance chimique qui fait que ça nous met dans un état de bien-être et voire euphorique. Et donc on cherche toujours des plaisirs immédiats, successifs, etc. Sauf que au bout d'un certain temps, ce type de recherche nous crée des addictions et qu'on a des addictions qui nous enlèvent notre liberté. Et il est très important de maîtriser les choses, de savoir que tel plaisir addictif, au fond, il nous fait du bien dans l'immédiat, mais ça nous détruit dans le long terme. Regardez un enfant qui veut manger du sucre toute la journée et des sodas et des hamburgers, etc. On voit les Américains, ils sont tous obèses. Et donc il faut arrêter, il faut se dire oui, ça fait plaisir, ça nous envoie de la dopamine, mais en même temps, ça nous détruit la santé à long terme. Eh bien, il faut qu'on ait ce discernement dans tous les domaines. Et on se dit, effectivement, est-ce que le fait de regarder les réseaux sociaux 5 heures ou 6 heures par jour, les enfants, les adolescents sont de plus en plus sur leur tablette. On va y venir, il faut mettre des limites. Bien sûr. Il faut se dire combien d'heures c'est supportable. Au bout de combien d'heures, leur cerveau est abîmé et ils sont dans une addiction qui est grave. Et vous citez une anecdote, est-ce que vous allez vous en rappeler, de la Fondation CEF dont vous êtes le parrain, un enfant qui parle de la notion du plaisir. Racontez cette anecdote. Oui. C'est encore mieux. C'est-à-dire que je fais des ateliers philo avec des enfants dans le cadre d'une association qui s'appelle CEF. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et en fait, les enfants, ils sont des merveilleux petits philosophes. Et je cite l'exemple d'un enfant de 7 ans et on fait un atelier en Corse, un petit village, on pose la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et la plupart des enfants répondent, le bonheur c'est avoir ce que je veux. C'est-à-dire j'ai envie d'une glace, je l'ai, je suis heureux. J'ai envie de faire un câlin à maman, je l'ai, je suis heureux. Et puis un enfant qui dit, moi je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'en fait, quand on a quelque chose, on est insatisfait, on veut toujours autre chose. Et donc il dit, moi j'ai compris, quand j'ai un jouet, j'en veux un autre et tout. Donc le bonheur, c'est pas du tout avoir des choses. Le bonheur, en fait, c'est apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. C'est ça sublimé. Et ça, c'est les enfants. C'est magnifique. Et du coup, ça veut dire simplement aussi, c'est pas sublimer le désir, c'est arriver à se contenter d'un certain nombre de plaisirs simples et profonds. Mais vous savez, c'est ce que disait déjà saint Augustin avant ce petit enfant de 7 ans. Il disait, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est-à-dire à se satisfaire pleinement des choses qu'on a avant de désirer toujours autre chose. Si vous avez un téléphone portable qui a 2-3 ans mais qui marche quand même correctement, apprenez à se satisfaire de ça plutôt que de vouloir absolument le nouveau téléphone portable. C'est aller à l'encontre finalement de la du consommation. Consumérisme, évidemment, lequel détruit la planète. Donc il faut à un moment donné se limiter et se dire mes vieilles fringues elles sont bien quand même. On peut acheter des fringues d'occasion, on n'est pas obligé d'acheter neuf tout le temps. Et donc il y a plein de moyens de consommer autrement, ça coûte moins cher et c'est meilleur pour la planète. Et pour la santé mentale aussi, puisque du coup on nourrit pas l'avidité. Donc il faut limiter son désir. Tout à fait. Ouais. François, vous avez entendu, hein? Ah oui, j'entends. Il faut limiter votre plaisir. Mais il ne faut pas supprimer le désir. Il faut juste le limiter. C'est dur. Ça va contre notre cerveau. C'est toujours la même chose, ce juste milieu qui revient à chaque fois. Alors, il y a un chapitre aussi que vous consacrez au numérique et au virtuel, où on peut relever d'ailleurs une position ambivalente de votre part et de celle de Nicolas Hulot, notamment sur l'impact des écrans sur les enfants. Vous venez d'en parler il y a quelques instants. Et l'enjeu, c'est bien cette nouvelle génération. Alors, comment trouver le bon équilibre avec notre rapport au numérique? Parce qu'il y a une étude que cite Nicolas Hulot alarmante. Je crois que ces 30 minutes sur les réseaux sociaux pourraient être dangereux pour le mental. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques qui montrent qu'il ne faudrait pas que les enfants passent plus de 30 minutes par jour. Ils le dépassent largement, et nous aussi, il faut le reconnaître. Mais pas que les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai fait une parenthèse. En plus, vous êtes inscrit sur Instagram, j'ai vu Frédéric Lenoir. Oui, j'y passe pas beaucoup de temps. Mais je me suis abonné à vous, vous avez remarqué. J'ai vu, j'étais très fière. Donc chaque fois que je voyais des gens que je connaissais, des amis, tout, je me suis abonné. Et vous avez même liké. Alors je l'ai fait, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, en fait, j'aime beaucoup faire des photos.
Et du coup, j'avais envie de partager des photos avec tout le monde, ce que je peux pas faire autrement. Donc, du coup, j'étais très content de partager des photos de voyage, des rencontres, etc. Et je trouve que c'est le côté positif des réseaux sociaux. Mais très honnêtement, voilà. Instagram, je dois le consulter 10 minutes par jour. Non, mais en plus, et après, je me suis donné cette limite. Non, mais je dis, au bout de 10 minutes, ça va. J'ai vu un peu chez les gens qui je me suis abonné les choses qui me touchaient, je like éventuellement. Tiens, mais je me limite. Je vais pas y passer 1 ou 2 heures par jour. Donc, c'est toute la question de la limite. Moi, je trouve que c'est très bien les réseaux sociaux. C'est juste une question, en fait, de se limiter à un temps qu'on trouve raisonnable. Surtout avant 15 ans, hein, où la construction neuronale est tout à fait. Et d'ailleurs, je cite des rapports qui sont quand même très étonnants. Quand on voit qu'un ancien dirigeant de Facebook nous raconte, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le cerveau de nos enfants? C'est-à-dire qu'il est conscient de l'utilisation qu'on fait des cerveaux des enfants, et il raconte comment Google, Facebook, etc., tous les géants du web, font tout pour rendre les enfants addicts. En envoyant des notifications, en multipliant les choses. On recueille leurs données personnelles pour leur envoyer des publicités en fonction de leur goût, qui fait qu'ils vont être encore plus dans la consommation. Mais on est complètement manipulé. Et donc, si on veut rester libre, il faut avoir conscience de ça. Il faut dire aux enfants, attention, tu es manipulé, on t'envoie des choses pour en faire de toi un esclave, un robot, finalement. Et les enfants peuvent comprendre ça. Moi, je vois dans les ateliers philo qu'on parle de ça, ils comprennent très bien. Et du coup, ça les rend responsables. Et c'est à eux de dire, j'ai pas envie d'être manipulé, j'ai envie de garder ma liberté, donc je vais me limiter. Et ça, les enfants peuvent le comprendre dès l'âge de 6-7 ans. Oui, et puis c'est donner aussi de l'amour à un enfant, parce que finalement, on a moins envie d'aller chercher l'amour à travers l'image lorsqu'on l'a par les parents aussi. Évidemment, les enfants, ils compensent aussi ce qu'ils n'ont peut-être pas assez dans la vie réelle. Donc essayons que leur vie réelle soit plus désirable, soit plus aimante, et il y ait plus de plaisir dans la vie réelle pour pas qu'ils aillent se réfugier dans le virtuel. C'est ça, il faut les chérir, hein. Oui, il faut les chérir et puis leur permettre de vivre des expériences avec leur corps, dans le sport, dans les activités artistiques, etc. Et moi, je vois les enfants qui sont le moins dans les réseaux sociaux, c'est les enfants qui ont la chance d'avoir une passion dans la vie, qui fait qu'ils mettent du temps dans la danse, dans le dessin, dans la musique, dans le sport, et du coup, ils passent beaucoup moins de temps sur les écrans. Mais c'est ça, mais c'est ce qui vous anime, c'est la passion, Frédéric Lenoir. Mais on a besoin de passion, bien sûr. On a besoin de désir. Vous êtes pourtant un éternel enfant. Mais oui, un peu. Émerveillé, parce que je m'émerveille tout le temps. Mais oui, c'est vrai. Je m'étonne et je ne cesse de m'émerveiller. Alors, en bref, en définitive, quelles seraient les actions à poser, les actions fondamentales pour mieux vivre cette transition? Et là, je reprends le titre de votre livre, D'un monde à l'autre. Oui. Déjà, je pense que c'est surtout dans notre manière de consommer. On est tous responsables du monde à travers la manière dont on consomme. Donc, je disais déjà se modérer, ne pas aller tout le temps vers le changement de tous nos appareils. Et d'ailleurs, un petit mot, vous êtes végane, végétarien? Moi, je suis flexitarien. Comme moi. Ça veut dire que je tends vers le végétarisme, mais de temps en temps, je m'accorde un petit poulet rôti ou un plateau de fruits de mer. Mais ça devient de plus en plus rare, parce que je sais que c'est bien meilleur pour la planète et pour les animaux d'en consommer de moins en moins et d'avoir du discernement dans ce qu'on consomme. Donc être sûr, par exemple, si on prend des œufs, du poulet, qu'ils aient été élevés en plein air, libres de mouvement, etc., c'est mieux que l'élevage industriel intensif, qui est une horreur, à la fois pour les animaux, mais aussi pour la planète, parce que il y a des pollutions, etc., et puis pour la santé, parce que c'est une catastrophe de manger des animaux qui ont autant souffert. Donc avoir du discernement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on consomme, mais aussi ça va tout simplement ne plus acheter des emballages en plastique. Tout ce qui est sous plastique, vous laissez tomber. Le plastique, c'est une catastrophe. Et puis quand vous allez prendre des tomates, des légumes, des fruits, prenez des fruits de saison, des légumes de saison, pas des aliments qui ont voyagé. Enfin, faire tout ça, consommer local, si on peut consommer bio, et puis prendre des choses qui ont de la saveur, des nutriments. Et ça vient des semences paysannes. Les tomates paysannes sont bien meilleures que les tomates industrielles. C'est vrai. Mais par paresse, on achète des tomates industrielles, alors qu'on peut trouver des fois les deux. Choisissez toujours ce qui est paysan, ce qui est local, parce que c'est bien meilleur. Oui, et puis la joie aussi, vous le racontez tellement bien dans Le Miracle de Spinoza. La joie est importante aussi pour changer ce monde, je pense. Mais la joie, elle vient de ça. Elle vient du fait qu'on va vers des expériences vraies et profondes. Oui, c'est vrai. On a beaucoup plus de joie. On découle finalement. Mais bien sûr. Et donc, dans la sobriété et la rareté, il y a plus de joie que dans l'abondance des expériences qu'on ne savoure même plus. Oh là là, j'adore vous écouter, Frédéric Lenoir. Vous restez avec nous. Merci, c'est réciproque. Vous restez avec nous. Il est temps de buller. Vous aimez buller aussi? Ah bah oui, je sais parfaitement faire ça. On va buller, c'est le dimanche matin avec François. Alors François, vous m'étonnerez toujours, parce que alors là, les questions de grimoire, de formules magiques, mais vous m'amenez où? En journaliste scientifique, je comprends rien. On reste cohérent, retour aux sources. Vous savez ce qu'ont fait des scientifiques anglais de l'université de Warwick? Ils ont ouvert, vous savez, des vieux grimoires dans lesquels on trouve des formules magiques à base de bave de crapaud, de limaces, etc. Ça nous fait rire, regardez, ça vous fait rire. Des grimoires d'alchimique, en fait. Exactement. Mais moi, je crois à tout ça, vous savez.
Eh bien, il y en a un grimoire. Je sais que vous y croyez, vous allez encore plus y croire, parce que qu'ont fait ces scientifiques? Ils ont pris un vieux grimoire du 9e siècle qui s'appelle le Lich Book de Bald. Ils ont ouvert, ils ont regardé, et puis ils ont pris la recette d'un collyre. Le collyre de Bald qui est censé régler quelques petits problèmes d'infection. Si vous avez des infections sur la peau, vous le mettez. C'est censé être puissant, un puissant antibiotique. Et ils ont bien rigolé, ils se sont dit on va faire la recette. Figurez-vous qu'ils ont trouvé des résultats stupéfiants. Génial. Non mais c'est vrai. Quand on prend chaque ingrédient seul, ça ne fonctionne pas. Quand on les mélange tous ensemble, ils sont plus efficaces sur des colonies bactériennes que les antibiotiques qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, j'ai envie aujourd'hui de faire avec vous en plateau la recette du collyre de Bald. Parce que j'ai senti là, en arrivant sur le plateau tout à l'heure, c'est vous. Oui, alors j'ai repris. C'est pour soigner quoi? Alors, c'est pour désinfecter, c'est pour soigner des petites infections cutanées. J'ai repris. Oui, donc c'est à propos finalement, juste à propos de. À propos, j'ai repris ma petite marmite en cuivre, vous vous souvenez? Ah oui, parce que oui. Marmite en cuivre. À la première fois, je lui ai dit j'aime bien ce petit martinet là. Ouais. Et là il m'a dit non Karine, ce n'est pas un martinet, c'est un fouet. Oui, comme je cuisine, Frédéric. Dans cette petite marmite en cuivre, je vais mettre à quantité égale un petit peu de vin. Alors à consommer avec modération. J'adore des recettes comme ça. C'est vous êtes tellement mignon. C'est du blanc, mais là on le consomme pas. Hein, on le met un petit peu. Ah, vous tremblez quand même, hein? Oui, parce que j'ai pas bu, non, ne faites pas croire aux gens, ce qui n'est pas absolument Il a testé le vin avant. Parce que j'ai peur d'en mettre partout. Alors là, j'ai une mixture avec à l'intérieur de l'ail, de l'oignon. Mais vous l'avez fait? Oui, je l'ai préparé avant, je ne l'avais pas mixé en plateau de l'ail et de l'oignon. J'en mets un petit peu. Et puis ensuite... Ail, oignon, et donc ça c'est du vin. Du vin blanc. Ici, on a ce qu'on appelle du fiel de bœuf. D'accord. C'est dur à trouver ça. C'est dur à trouver, non. Dans les magasins de peinture, vous savez, peinture artistique, ça permet de diluer l'aquarelle. C'est du fiel de bœuf. On en met un petit peu aussi à l'intérieur. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous préférez. On touille. Voilà. On touille tout ça et on le met dans une bouteille, celle-ci, pendant 9 jours à l'ombre de la lumière. Et là, on obtient le collyre de Bald qui est tout aussi efficace que des antibiotiques sur des infections cutanées. Bon, alors je ne suis pas médecin, vous n'allez pas le faire chez vous. Non, parce que je n'ai pas d'infection cutanée, mais c'est très efficace. Vous pouvez l'utiliser par contre pour désinfecter les surfaces. Ça sent l'ail et l'oignon, hein, par contre. C'est le seul petit inconvénient. C'est pas très glamour. Dernier point, dans ce grimoire, il y a la formule d'un aphrodisiaque à base de thé des bois et de lait bouilli. Je ne l'ai pas testé pour le faire. C'est ce que j'allais vous demander. Vous ne l'avez pas testé? C'est un aphrodisiaque, vous n'en avez pas besoin, Karine. Non, mais ce qui est certain, c'est que les anciens avaient une connaissance des plantes extraordinaire. Et on redécouvre que, par exemple, la grande mystique Hildegarde de Bingen, elle avait fait aussi des soins par des plantes. On s'aperçoit que c'est une pharmacie, une pharmacopée extraordinaire, la nature. Sauf qu'on a perdu ce savoir. Et on le redécouvre aujourd'hui de plus en plus. Qui est venu, notre chaman d'aujourd'hui. Tout est cohérent. Finalement, tout est cohérent aujourd'hui. Quel beau plateau, Frédéric Lenoir. Merci d'être venu nous voir. C'est toujours un bonheur de vous écouter. François. Alors, je présente à nouveau votre livre D'un monde à l'autre, le temps des consciences, coécrit avec Nicolas Hulot, un livre passionnant, mais vraiment qui fait du bien, qui est plein d'espoir. Je présente à nouveau aussi le livre de Aurore Rogers, Espoir. La voie de la réalisation, 2 très jolis titres, vos livres, qui donnent envie. Et puis, on va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, François. D'ici là, je vous souhaite de vous faire du bien. Moi, ce que je vous propose, Frédéric, c'est qu'on tire une petite phrase qui fait du bien. Vous connaissez le rituel. On avait déjà fait le rituel. On l'avait déjà fait. Et comme il n'y a pas de hasard dans cette émission, je suis sûre, encore une fois, que vous allez tomber à merveille. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos petites phrases qui font du bien et on les mettra dans la petite boîte et on pourra les citer. Allez-y. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Proverbe tibétain. Regardez. Retournons à l'essentiel. Franchement, Frédéric, je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Retour à l'essentiel. Allez, François, c'est à vous. Nous, on se quitte. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Même jour, même heure. Faites-vous du bien, passez un très très bon dimanche et on vous aime. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur et c'est de Spinoza. Ah, incroyable! Magnifique de terminer avec Spinoza, vraiment. C'est beau, Première émission. Et je précise, Le miracle de Spinoza, un livre de Frédéric Lenoir aussi magnifique que vous avez sorti il y a quelques années. Merci. Merci. C'était chouette. Très bien. Ouais.